Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Samuel Saint-Arnaud. Sam, c'est une excellente source d'information lorsqu'il vient le temps de parler de suppléments, de nutrition et d'optimisation des saines habitudes de vie. J'ai la chance de parler quelques fois à Sam durant l'année pour connaître les nouveautés, les nouvelles études et recherches dans le monde de la supplémentation et personnellement, ça m'aide beaucoup dans ma pratique. Pour le podcast de cette semaine, on a parlé de suppléments de fondation, comment les suppléments peuvent nous aider à améliorer notre santé. Et Sam se spécialise dans la préparation physique pour les athlètes d'endurance. Alors, les gens qui vont faire de la course à pied, du vélo et certains sportifs, Sam est beaucoup connaissant dans ce domaine-là et on a abordé le monde de la supplémentation sportive. Alors, comment approcher sa supplémentation pour augmenter nos performances. Alors, si vous voulez vous faire une tête sur l'importance des suppléments, cette discussion-là va certainement vous aider. J'espère que vous allez apprécier ça. Alors, bonne écoute. Salut Sam, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci d'accepter l'invitation sur le podcast. Ça fait plaisir. Sam, prends un petit 10 à 15 minutes pour expliquer qui tu es puis c'est quoi ton parcours, là, comment tu as commencé dans le monde de l'entraînement puis de la santé. Fait que présente-toi aux auditeurs qui est Sam Saint-Arnaud. Yes. Ben, en fait, moi, ça a commencé vraiment plus avec l'entraînement. J'ai fait un bac en kinésiologie au début de mon parcours. Puis, dès, comme je te dirais, le milieu de mon bac, je me suis intéressé vraiment de plus en plus aux suppléments, à la performance sportive, à l'alimentation sportive aussi, parce que durant le temps du bac, je travaillais quand même dans le domaine comme entraîneur. Puis, je voyais qu'il y avait des lacunes à ce niveau-là. Tu sais, le client arrivait, t'es pas trop en forme, tu sais. Fait que même j'avais l'entraînement du siècle, tu sais, t'es là avec ton squat, puis OK, on va faire ça, on va faire des chin-ups. Le client, s'il n'a pas dormi, il a mal mangé, tu sais, tu le vois à 6 heures, il a dîné une sandwich à 11 heures. Je voyais qu'il y avait beaucoup de lacunes, puis il n'était pas en mesure de faire l'entraînement que je demandais, que j'avais préparé. Fait que je me suis tourné plus vers ça. J'ai fini mon bac quand même, mais j'ai commencé à faire plus de formation en naturopathie, plus de formation en alimentation. J'ai lu beaucoup de livres, fait des formations en ligne. Dernièrement, je fais des formations aussi dans les dernières années aux États-Unis, à Toronto, plus sur le côté qui appelle médecine fonctionnelle. Je ne suis pas médecin, évidemment, mais aux États-Unis, c'est une approche de la santé qui est différente d'au Québec, qui est plus préventive. Fait que je me suis intéressé beaucoup à ça. Puis, au niveau, après de mon parcours académique, j'ai fait une maîtrise en physiologie de l'exercice. Dans le fond, dans mon projet, j'ai étudié un supplément pour voir l'effet sur la performance avec les Carabins à l'Université de Montréal. Fait que c'est un super de beau projet. Puis après ça, j'ai accumulé là, plus les formations continues. Puis je dirais que ça fait un petit peu plus que 7 ans là, maintenant que je suis dans le domaine. OK. C'est quoi le supplément que tu as étudié dans ta maîtrise? L'alpha-GPC. Oh, OK. Ouais, c'est, tu sais, parce que moi, je voulais pas choisir un supplément qu'on connaît déjà, là, tu sais, genre, que ça fait 25 ans que c'est étudié. Ouais. Une étude sur la créatine, là, tout le monde le sait, là. Mais moi, je voulais choisir quelque chose qui n'a pas beaucoup d'études, mais qui a un bon potentiel. Puis pour moi, je l'avais essayé juste sur moi, quand je me sentais. Puis je me dis, des bonnes chances, tu sais, qu'il y ait un effet cognitif, mais aussi physiologique. Fait que, c'était de voir un peu les effets de tout ça, mais c'est encore très récent comme domaine de recherche. Oui, c'est ça. Tout ce qui est de supplément pour le cerveau, puis c'est encore très récent, justement, comme tu dis. Ouais. C'est pas vraiment, il n'y a pas autant d'études sur cette catégorie de suppléments-là que sur la créatine ou les oméga-3. Ouais, les oméga-3 ou la vitamine D. Là, fait que, c'était vraiment ça qui me motivait à aller. Je suis quelqu'un de curieux, j'ai beaucoup d'études scientifiques, fait que c'était d'aller
aller voir qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là pour la performance, parce que pour le côté thérapeutique, c'est souvent ça, là, ce qu'on appelle les nootropiques. C'est plus ça part, ils font des études sur l'Alzheimer, puis là, on fait « Ah, OK, ouais, ça améliore une fonction cognitive pour l'Alzheimer. Est-ce que ça s'applique aux athlètes? » C'est un peu ça qu'est-ce que tu retiens de ton projet par rapport au... Y a-tu eu une augmentation significative des performances? C'est grosso, sans tout expliquer en détail, parce que c'est quand même un long projet, là, mais des points, des key points que tu retiens de ça, c'est... C'est clair. Ben, c'est que ce que j'ai appris beaucoup, c'est pas nécessairement ce que je m'attendais parce que c'est tout le fonctionnement de l'étude. Ouais. D'organiser une étude, c'est extrêmement difficile sur la population que tu choisis. Puis est-ce que cette population-là, comme est apte à suivre le protocole à la lettre? Tu sais, exemple, il y a des facteurs que tu ne contrôles pas. Fait que, si, exemple, sont en fin de session, parce que tous tes carabins, c'est des joueurs universitaires, puis là, tu les retestes à ce moment-là, mais moi, je n'ai pas le pouvoir du calendrier. Si le coach il dit c'est ce date-là, c'est ce date-là. C'est plus sur le. J'ai appris sur comme tout le marché des suppléments, puis à quel point ça peut être difficile de faire une étude et de démontrer des résultats, même si tu sais que sur le terrain, ça fonctionne. C'est pour ça qu'on apprend comme 15 ans plus tard, tu sais, tu as fait des formations avec Bodkin. Il disait des choses comme 15 ans avant que l'étude sorte. C'est un peu à cause de ça. Puis, tu sais, c'est sûr que aussi, je me suis intéressé beaucoup à la qualité dans l'industrie. Parce que nous, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'était avec l'université, fait que c'était super important qu'on choisisse une compagnie qui soit certifiée NSF, puis que nous, au niveau de la pureté des ingrédients, c'est super important, puis qu'on a fait évalué par un laboratoire indépendant, même si la compagnie, normalement, c'est ça, NSF, tu as une certification que c'est certifié sans produit dopant. Si tu pourrais expliquer justement pour les gens qui ne connaissent pas NSF, c'est quoi, grosso modo, c'est important d'aller chercher des produits qui sont certifiés NSF ou certains organismes qui garantissent la qualité de produit. Oui, exactement. Fait que, sans faire une thèse là-dessus, je te dirais que ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que ça prend une inspection qui est indépendante de la compagnie. Fait que ça, la compagnie peut te dire un paquet d'affaires, peut écrire un paquet d'affaires sur l'étiquette aussi, mais toi, ta garantie, tu n'en as pas vraiment s'il n'y a pas de certification. Fait que c'est ça qui peut être dangereux. Fait que la compagnie va inspecter, c'est pas toutes les compagnies qui le font, mais il y en a qui vont inspecter de leur côté, puis NSF va venir inspecter par la suite. Fait que s'ils appellent ça un third party, donc c'est important d'avoir ça parce que même si au Canada, exemple, on devrait avoir des NPN sur tous les produits, des numéros de produits naturels, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là. C'est pas parce que c'est un NPN que c'est bon pour toi, que le dosage est bon. Puis, il y a même des produits qui sont vendus en boutique qui viennent des États-Unis et qui n'ont pas d'NPN, mais qui sont vendus quand même illégalement. C'est pas plus checké que ça. Puis, c'est ça qu'on jasait au début avant le podcast, c'est qu'il y a des problèmes au niveau de la qualité encore aujourd'hui. Puis aux États-Unis, c'est encore pire. Fait qu'il faut faire attention parce que, c'est ça, j'ai sorti des statistiques par rapport aux contaminations, supposons, pour les protéines. Je peux te dire, les chiffres, c'est quand même impressionnant. Là. C'est une étude qui a été faite. Il y avait des protéines végétales, des protéines de whey et d'autres types. Tu vois, dans les protéines végétales, il y avait 75% des protéines qui contenaient du plomb. On parle de contenu significatif, là. Pas juste des traces qui peuvent avoir causer des dommages vraiment sur la santé. Après ça, tu avais 50... c'est seulement les compagnies américaines ou américaines et canadiennes? Oui, bien au Canada aussi, il y a des problèmes à ce niveau-là parce que, exemple, j'aime pas nommer des compagnies, mais je vais donner un exemple pour que tout le monde me suive dans ça, à quel point que ça peut être facilement accessible d'acheter un produit qui a quand même des métaux lourds dedans.
la fameuse protéine Vega que tu peux acheter n'importe où, au Costco ou quoi que ce soit. Ça faisait partie de cette étude-là au niveau des contrôles de qualité. Fait que c'est pas juste un pré-workout avec une tête de mort qui vient des États-Unis qui peut être dangereux, là, si tu comprends. Ça peut avoir un effet sur ta santé, même si tu penses que ça a l'air, c'est un beau brand, ça a l'air vraiment bon pour ma santé. Ouais. C'est végétal, blablabla. C'est ça. C'est le courant qu'on voit de plus en plus végétal. En plus, il faut juste faire attention. Puis, justement, au niveau des contaminations que tu peux avoir dans les produits, dans cette étude-là, tu avais 55 des protéines végétales qui contenaient des hauts niveaux de BPA. Les BPA qu'on connaît dans le plastique, ça peut avoir des conséquences vraiment importantes sur la santé. Tu avais 74 des protéines qui contenaient du cadmium. Donc, c'est des métaux lourds toxiques. Ouais. Ça, des métaux lourds, tu ne veux pas ça dans ton produit. Non, c'est ça, parce qu'une fois que c'est là dans ton corps, c'est bien dur à faire sortir. Exact. Fait que c'est juste des exemples comme ça. C'est important que les gens soient conscients de ça avant d'aller acheter n'importe quoi. Là, c'est toujours préférable de demander conseil à un professionnel de la santé, quelqu'un qui étudie ça. Là. Puis ça, cette étude-là, c'était uniquement dans les protéines végétales? Non, il y avait les deux. OK. Puis là, on est juste dans la catégorie des protéines. Ouais, vas-y. Ouais, juste dans la catégorie des protéines. On pourrait faire 1 heure juste de contrôle de qualité sur des ingrédients à risque qui se retrouvent dans les formules. C'est ça, c'est des protéines, c'est facilement accessible. Mais il y a des catégories encore plus à risque. Pour tout ce qui est pré-workout, c'est des pires souvent. Ils mettent à peu près n'importe quoi là-dedans. Les fat burners aussi. C'est des catégories vraiment à risque. Ah, carrément, c'est sûr. Encore plus, moi, je me rappelle, dans le temps que j'étais plus kid puis que je commençais dans le monde de l'entraînement, que je commençais à m'entraîner, tu avais bodybuilding.com qui est extrêmement populaire dans ce temps-là. Je ne sais pas si c'est encore autant populaire aujourd'hui, mais c'était des suppléments que tu achetais là, que tu as le fameux label en arrière, que c'était genre le blend spécifique à la compagnie. Puis si tu voyais comme rien qui était clair, c'était comme juste ça, c'est le blend de la compagnie, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais je te garantis que tu vas avoir les yeux qui vont te sortir de la tête quand tu vas arriver pour faire un bench. Puis, je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes là, que même si ça fait longtemps qu'ils s'entraînent, puis qui ont passé un peu par ce parcours-là, d'être un peu plus jeunes, puis un peu insouciants par rapport à ça, puis d'acheter des produits, justement, quand on parlait du marketing qui est très fort, fait que le produit, le pré-workout avec la tête de mort, puis on va avoir une bonne pompe, mais c'est tellement pas la bonne approche à faire, autant que pour augmenter ses performances sportives qu'une bonne santé globale. Exact. Il faut vraiment faire attention à ça. J'ai vu aussi d'autres études par rapport aux États-Unis. Supposons, il y avait 80% des produits qui avaient été étudiés qu'ils ne matchaient pas ce qui était écrit sur l'étiquette. Ils disaient qu'il y avait, exemple, telle quantité de tel ingrédient. Finalement, tu analyses puis il n'y a pas ça dans le produit. Le consommateur paye pour qu'est-ce qu'il n'y a pas ou qu'est-ce qu'il y a qu'il ne voudrait pas, lui, avoir justement dans son système quand il s'entraîne. Exactement. Il y a plein de pré-workouts. Une compagnie en tant que telle, je pense que c'était USP Labs qui avait des dérivés de méthamphétamine dans ses pré-workouts. C'est sûr que on en voit toutes les sortes. c'est ça. Mais d'où l'importance, justement, comme d'acheter parce que la qualité, c'est comme dans n'importe quoi. Moi, souvent, qu'est-ce que je remarque, c'est que les gens n'hésitent pas à s'acheter une voiture. Il faut que ça soit une bonne qualité de voiture. Puis après ça, ils vont s'acheter un four. Il faut que ça soit une bonne qualité, parce que c'est important d'avoir des bons produits. Puis quand c'est rendu que c'est d'acheter des suppléments qu'on ingère, qui s'en vont dans notre corps, là, on dirait qu'on n'a pas le réflexe automatique de dire je vais m'acheter une bonne qualité de produit, je vais investir un petit peu plus pour m'assurer d'avoir une bonne protéine qui est de qualité, après ça, avec une bonne bouteille d'oméga 3, avec
un bon pré-workout qui est juste des ingrédients qui sont bien balancés, sans excès. Puis, c'est ça, on dirait qu'il y a encore cette mentalité-là aujourd'hui de OK, on met de la qualité partout dans qu'est-ce qu'on se procure pour les biens, les matériels, mais quand on est rendu pour nous, on a comme le réflexe qu'est-ce que je dis à des clients souvent, c'est j'aime mieux que tu te procures 2 suppléments de bonne qualité qui vont te coûter, disons, soit 80 $ plutôt que 10 suppléments ou peut-être 5 à 6 suppléments de moins bonne qualité pour 100 $, tu sais. Oui. Oui, 100% d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai le même discours, là. Tant qu'à en prendre, on se met de prendre la qualité, là. Fait que, c'est super important. Puis, c'est de cibler aussi souvent les lacunes, là. Si les gens ne consultent pas puis ils achètent un peu n'importe quoi, ben, peut-être que ton 6e supplément, en réalité, tu n'en as peut-être pas si besoin que ça, ou peut-être que justement, on va trouver un défaut dans ton mode de vie. On va régler ce défaut-là, puis là, tu n'auras plus besoin du 6e supplément. C'est toujours l'approche à avoir, qu'on on gère le mode de vie en premier, on gère l'alimentation, le sommeil, le stress, et après ça, on comble les besoins avec ce qui est plus difficile à aller chercher dans l'alimentation. C'est vraiment ça mon approche aussi. Là. Tu veux pas, c'est pas l'endroit que tu veux couper. Là. Tu veux pas avoir une santé à rabais. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Puis c'est ça. Puis on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encadrés par un professionnel de la santé qui vont faire le chemin inverse. Ça veut dire qu'ils vont commencer par la supplémentation qui est la base de la pyramide. Puis après ça, tu regardes en haut, plus tu avances dans la pyramide, plus les habitudes de vie qui devraient être la fondation sont négligées. Souvent, c'est le sommeil puis le stress, puis l'alimentation qui est dans le top de la pyramide. Parce qu'on dit souvent que tu ne peux pas compenser un mauvais mode de vie et une mauvaise alimentation par des suppléments. Tu sais. Oui, tout à fait. Je ne sais pas comment tu vois ça aujourd'hui, le monde. Tu sais, les suppléments, ça fait partie, ça fait une grosse différence au niveau d'une bonne santé, par exemple, ou d'une performance sportive X. Mais si la base n'est pas fondée, la supplémentation ne servira pas à grand-chose. Là. Exact, c'est ça. Si tu t'entraînes une fois par mois puis tu prends des protéines, tu n'auras pas une transformation extrême. Là. Ça, c'est clair. Fait que oui, on voit ça des fois, là, la pyramide est comme inversée. Là, parce que c'est l'effort des fois que ça demande pour changer une habitude de vie versus prendre une capsule. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'éducation à faire au niveau de ce qu'on voit dans la population en ce moment. Puis c'est même pire là, avec le confinement et tout. Les gens sont encore plus sédentaires. Il y a beaucoup de gens qui ont pris du poids. Fait que je pense que c'est important qu'on fasse de l'éducation dans les podcasts comme ça. Là. Exact. Parce que la supplémentation, il y a comme c'est encore ça reste un peu encore ancré dans la mentalité des gens qui ne s'entraînent pas et qui ne sont pas dans le domaine de l'entraînement parce que les suppléments, souvent, il y a des gens qui vont voir ça comme c'est des entraîneurs qui vont vendre des formules miracles puis qu'il y a comme une mauvaise impression de qu'est-ce que c'est la supplémentation. Souvent, ils vont dire « Ah, c'est super de l'argent. » On entend encore ça dans les médias traditionnels que les suppléments, ça ne sert à rien. Que c'est une perte d'argent, que c'est dommageable pour la santé. Mais en réalité, les gens qui veulent vraiment prendre soin de la personne vont éduquer, comme on dit, oui, les suppléments, ça peut faire une différence, mais il faut fixer la base avant tout. Là. Fait que c'est sûr que si on regarde, on embarque dans des ventes pyramidales, puis que là, ça finit plus. Il n'y a pas d'éducation avec les participants au programme X. Mais là, probablement que les suppléments d'un, ça ne servira à rien. Puis c'est là que les gens vont comme parler à leur entourage, dire moi, j'ai suivi tel programme, j'ai embarqué dans tel groupe populaire là, de vente en ligne de suppléments, puis ça n'a aucunement marché, ou ils ont eu des résultats pendant un mois, puis après ça, ça a fait complètement l'effet inverse. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas une prise en charge du mode de vie de la personne avant d'y aller vers les suppléments. Tu sais. Oui, exactement. Exactement. C'est une grosse lacune.
il y a aussi l'autre courant carrément opposé, tu sais, que tu as des gens pro-supplément, tu as des gens anti-supplément, mais Ouais, c'est ça. quelqu'un qui est anti-supplément qui me dit ah, ben, je peux tout aller trouver dans mon alimentation. Dis-moi donc où c'est que tu vas trouver ta vitamine D. Ouais. Oh, là, Sauf- tu sais, il ne sait pas quoi répondre parce que la euh, vitamine D, tu as certains aliments enrichis. Tu sais, j'ai posé ça comme question, j'avais une conférence au joueur de hockey, puis il me dit ah, il y a de la vitamine D dans mon jus d'orange. c'est ça. C'est un aliment enrichi, puis c'est pas ça qui va faire changer ton taux sanguin de vitamine D. Ouais, Fait que souvent, ils n'ont pas la réponse à ouais. ça ou ils ne savent pas, exemple, comment aller chercher vraiment leurs vitamines minéraux dans l'alimentation. Mhm. Euh, Puis, tu sais, la réponse à ça, c'est je connais personne qui cale de l'huile de foie de morue le matin pour aller chercher sa vitamine D, ce qui serait le seul réel moyen via Mhm. l'alimentation d'aller chercher un peu plus de vitamine D, mais encore là, tu n'auras Ouais. pas un super de haut dosage thérapeutique. Ouais, c'est ça. Puis, parlant de ça, de suppléments, ça serait quoi parce qu'on aime ça parler, toi puis moi, de base, d'avoir une fondation au niveau des suppléments. Fait que, ça serait quoi ton top 3 de la fondation, d'avoir de la fondation de base au niveau des suppléments, là, sans rentrer dans les contre-indications des par Oui. les médecins, tout ça, là, parce que quand on arrive pour prendre des suppléments, les gens qui écoutent, il ne faut pas qu'ils prennent tout ce qu'on dit pour à l'intégrer dès demain matin. Selon moi, c'est tout le temps mieux de faire appel à un professionnel de la santé avant Mhm. d'entamer un plan alimentaire ou un changement d'habitude de vie. Là, mais Ouais. de façon générale, ton top 3, ta fondation au niveau de tes suppléments, ça serait quoi? Oui, bien, c'est sûr que le premier, j'ai nommé vraiment vitamine D, c'est Mhm. hyper important. C'est une carence, tu sais, qu'on parle au-delà là, de 80 de la population qui sont carencées en vitamine D. Fait que Mhm. ça, je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Mhm. Justement, que tu sais, surtout au Québec, là, on n'est pas assez exposé au soleil. Je sais pas Ouais. si tu es un surfeur australien, peut-être. Tu es tout le temps au soleil puis tu synthétises la vitamine D, tu en absorbes via le Ouais. soleil, mais au Québec, on n'est vraiment pas assez exposé. Puis même C'est ça. durant l'été, il faudrait que tu t'exposes entre 10 heures et 2 heures Ouais. pour avoir vraiment euh, un résultat qui est optimal, puis que ça soit la majorité de ta peau qui soit exposée, sans Mhm. crème solaire. Fait que, Ouais. c'est des contraintes qui font que les gens sont super carencés. Mhm. Fait que ça, c'est un que j'utilise beaucoup Mhm. avec mes clients en type de fondation. Mhm. Euh, les gens commencent à connaître ça un petit peu plus, là, vu qu'ils en ont parlé avec le COVID et tout, de l'importance de la vitamine D. Fait qu'ils savent, ah, OK, vitamine D, immunité, oui, c'est vrai que c'est super important pour l'immunité, mais dans un contexte aussi chez les sportifs, comme moi, je te dis avant le podcast que je travaille de plus en plus là, avec les sportifs d'endurance. J'ai écrit un e-book aussi, S'alimenter pour performer, qui rejoint cette clientèle-là. On veut prévenir les fractures de stress. Donc, on connaît l'importance maintenant de la vitamine D pour les fractures de stress pour la masse osseuse. Donc, au niveau des blessures, ça peut être super intéressant aussi d'avoir un bon taux. Puis Mhm. dans le sport professionnel, maintenant, ils vont tester leurs athlètes pour ces raisons-là. Ah ouais. Ouais. Fait que OK. super important là, d'avoir un bon niveau de vitamine D. Puis même là, tu sens, c'est pas pour une critique sur le système médical, mais la norme est super large. Fait que, les gens Ouais. peuvent être carencés. Euh, Puis que ça soit juste pas le taux optimal finalement. Ouais. Il y a une grosse différence à cause que la norme est trop large. Fait que, si Ouais. tu veux tous les bénéfices, tu veux te situer plus dans le tiers supérieur de la norme. Mhm. Avant que tu aies trop de vitamine D, il faut vraiment que tu abuses parce Ah ouais, que c'est ça. c'est Ouais. quasiment pas que c'est impossible, là, mais ça va être très long. Ça va prendre des dosages vraiment Ouais. intenses. Hein. C'est ça. Fait que ça c'est important au niveau de la vitamine D. Puis j'aime travailler avec une formule qui contient aussi de la K1, K2. Donc, Mhm. c'est pas, tu ne vends pas trois suppléments séparés, c'est vraiment le même produit. Mhm. On parle de plus en plus aussi de l'importance de la K2. Ils en ont parlé pour le risque de mortalité avec le COVID. C'est des études récentes là, qui ont mis Donc, ça en branle. Fait que c'est une étude de décembre 2020. Fait que ça commence un peu plus. Moi, ce que j'avais lu avant le COVID, c'est vraiment la synergie entre la D3 et les vitamines K1, K2. Puis la K1, tu peux aller en chercher dans les épinards, mais la K2, tu ne vas pas vraiment en chercher dans l'alimentation. OK. Mais il y a un effet intéressant de combiner ces vitamines-là ensemble. Au Je niveau de pense qu'on. l'assimilation, puis.
Oui, ouais, exactement. C'est cet effet synergique-là qu'on cherche. Parce que si on résume par rapport à la vitamine D, quelqu'un qui se prépare pour un demi-marathon ou quelqu'un qui fait tout simplement un sportif devrait justement se supplémenter en vitamine D pour éviter tout ce qui est de fractures, de stress, par exemple. C'est vraiment, vraiment important. Puis, si on va prendre quelqu'un les marathoniens ou les coureurs de fond, ça arrive énormément souvent que tôt ou tard dans leur carrière, ou que ce soit des athlètes ou monsieur, madame, tout le monde, des athlètes des guerriers de fin de semaine, comme on appelle, Ouais. ça arrive très souvent. Puis, en plus de tous les bienfaits au niveau de notre santé, de notre immunité et longévité, bien, la vitamine D peut également aider au niveau de la performance sportive. Oui, OK. tout à fait. Good. Après ça, deuxième supplément, Sam, vers où tu t'en irais? J'aime bien aussi travailler avec le magnésium, plusieurs formes de magnésium. C'est quand même important de savoir la différence. Moi, j'utilise principalement le glycinate ou le magnésium malate. Okay. Deux contextes d'utilisation différents, mais si on parle juste du magnésium, pourquoi qu'on va aller en chercher? C'est qu'on absorbe juste 50 provenant de l'alimentation. Fait que ça aussi, ça peut être un challenge d'atteindre des bons niveaux. Aussi, on regarde aussi qu'on va en rechercher, ça va être beaucoup les légumes verts. On sait que c'est pas les favoris dans l'assiette des Québécois. Fait que ça peut être une lacune vraiment à ce niveau-là. Puis quand on regarde aussi au niveau des pertes, on parle des sportifs d'endurance, ils en perdent beaucoup dans la sueur. Il y en a, supposons, qui peuvent avoir plus de crampes à cause de ça. On parle des électrolytes, mais le magnésium, souvent, il est plus dur à aller chercher puis à assimiler aussi dans une bonne forme versus, supposons que tu mets juste du sel dans ton alimentation, tu vas chercher ton sodium. Fait que, vraiment, magnésium, au niveau des pertes, de la sueur, j'ai dit, il y a des pertes aussi au niveau de l'alcool. Fait que ceux qui boivent quand même beaucoup, tu perds du magnésium à cause de ça, puis tu en perds aussi avec le stress. C'est souvent un trio qu'on voit, là, sueur, alcool, stress. Ça diminue tes réserves de magnésium. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, on parle d'à peu près 60-70 dépendamment des régions au Canada, des gens qui sont carencés en magnésium. C'est énorme. Oui, c'est ça, c'est énorme. Puis, on regarde aussi au niveau de l'efficacité, c'est reconnu comme le minéral anti-stress. On parle de récupération, on parle vraiment de calmer, d'améliorer la qualité du sommeil. Fait que si on l'utilise, le glycinate, supposons, on va le donner le soir au coucher pour favoriser un meilleur sommeil, potentialiser aussi la mélatonine. C'est super intéressant d'utiliser cette forme-là versus les gens qui vont arriver, ils ne savent pas trop c'est quoi, ils vont en pharmacie. On va acheter du magnésium citrate ou de l'oxyde de magnésium qui est aussi bien absorbé. Le citrate qui est vendu pour la constipation. Des fois, le monde ne comprenne pas trop. Il me semble que j'ai entendu ça. Magnésium, c'est bon, mais là, il arrive le pharmacien, il dit vous constipez? Non. Ça peut amener de la confusion. C'est pour ça que c'est important de savoir les différences d'un type de magnésium. Quand on regarde le malate, c'est un magnésium qui est jumelé à l'acide malique. Donc, c'est plus intéressant pour les sportifs puisque sans rentrer trop dans les détails, mais l'acide malique, on en veut au niveau du cycle de Krebs, la production d'ATP, donc notre usine de production d'énergie. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant dans certains cas de vendre le malate. Plus tendance aussi ceux qui ont des crampes qui vont agir au niveau musculaire. C'est deux sortes que j'utilise principalement. Puis, j'utilise aussi des dosages qui sont thérapeutiques parce que des fois, c'est ça le problème. C'est que quelqu'un prend un supplément, il ne prendra peut-être pas assez longtemps, mais il ne prendra peut-être pas le bon dosage. Il ne verra pas de résultat. C'est important de définir un bon dosage thérapeutique. Supposons, moi, le magnésium que j'utilise le plus, c'est la compagnie Designs for Health. Donc, c'est un magnésium. Le glycinate, c'est 150 mg élémentaire. Puis le malate, 180 mg élémentaire. Pour les gens qui sont moins familiers avec ça. La différence entre élémentaire et le. Dans le fond, ce que tu veux, tout dans les suppléments, c'est une question d'absorption. Il y a des gens, supposons, qui prennent la vitamine D puis qui ne les prennent pas avec des gras ou puis que leur vitamine D, disons, n'est pas émulsifiée, ils ne l'absorbent pas, ça monte moins vite le niveau ou ça ne monte pas. Magnésium, dans ce cas-ci,
au niveau de l'absorption, celui qui s'absorbe le mieux, c'est le glycinate. Puis au niveau à cette heure élémentaire versus non élémentaire, tu vas avoir une quantité totale de magnésium, tu vas avoir une quantité de glycine. Puis, toi, ce que tu veux, c'est parce qu'il y en a qui vont écrire sur l'étiquette la quantité non élémentaire. Ouais. Fait que ça peut être écrit 500 500 mg, mg. mais tu n'as pas 500 mg que tu absorbes. Fait que c'est pour ça là, que ça fait toute la différence. Parce que ce que tu penses acheter, ton 500, finalement, c'est peut-être un 50 mg à peu près élémentaire. Ouais. Fait que là, en ayant un produit qu'on sait déjà la quantité élémentaire de 150, ben, c'est plus efficace. Tu n'as pas besoin de prendre 10 capsules. Tu en prends une, habituellement 150 élémentaires pour compléter ce que tu fais dans ton alimentation, puis ça a bien du sens. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis tu sais, le magnésium est tellement, tellement important, là. Moi, c'est comme tu parles de vitamine D, magnésium, c'est également dans mon top 3 de suppléments, là. Parce que le magnésium aussi va être impliqué dans l'assimilation de la vitamine D. Je pense que les deux ont besoin, les deux fonctionnent encore là. On parlait de K1, K2 en synergie avec la vitamine D, mais la vitamine D en synergie avec le magnésium, c'est aussi prouvé, hein. Oui, tout à fait. C'est ça. Ouais, c'est comme tu parlais du débat de on est capable d'aller trouver ça dans notre alimentation, mais je pense que c'est M. Bouchard qui avait fait un post là-dessus. Il était là. C'est sûr que tu peux le trouver dans ton alimentation, le magnésium, si tu te mets à manger 14 tasses de légumes verts par jour, mais c'est pas mal plus compliqué que prendre 35-40 cents de magnésium par jour. Via la supplémentation. Fait que, souvent, c'est un peu... c'est tout le temps le voir là, différemment par rapport à ça. Là. Ben oui. Puis le troisième supplément, Sam, j'irais avec les oméga-3. Okay. C'est une carence aussi qui est sous-estimée dans la population. Ouais. Autant, là, on en parle d'importance pour les sportifs que monsieur, madame, tout le monde. Les gens ne mangent pas assez de poissons. Ça, c'est probablement des choses. Puis encore là, on pourrait faire les calculs mathématiques. Là, combien de saumon par semaine qu'il faut que tu manges pour atteindre ton dosage thérapeutique d'oméga-3. J'avais déjà regardé, ça fait longtemps, là, mais c'est vrai que tu en manges à tous les jours, tu en manges comme une grosse quantité. C'est un saumon biologique. Là. Oui, aussi. Fait que ça, c'est sûr que parce qu'on en recherche, on va en rechercher plus dans les poissons gras. Fait que des poissons qui sont moins populaires, sardines, maquereaux, les gens ne sont pas trop fervents de ça. Donc, c'est pour ça que les oméga-3, ça peut être super intéressant. Puis, au niveau des bénéfices, puis même avant de parler des bénéfices, ça, c'est un qu'il faut vraiment surveiller parce que c'est une huile. Hein? Fait qu'on parle d'un phénomène de peroxydation, l'oxydation, en fait, de ton huile d'oméga qui peut devenir nocive si elle est mal conservée. Puis ça, c'est fréquent. Exemple, tu achètes une grosse bouteille d'oméga-3 au Costco avec un pot qui est transparent. C'est sûr que ton huile est rancie, c'est oxydé. Prends pas ça. Ça va plus te nuire que t'aider. T'es mieux de rien prendre. Il faut vraiment être prudent pour les oméga-3. Puis encore là, au niveau des formes, puis de l'assimilation, tu as des formes qui sont triglycérides, puis tu as des formes d'éthylester. Moi, j'utilise une forme triglycéride justement parce qu'elle se conserve mieux, elle s'assimile mieux. Puis, la forme que j'utilise aussi contient de la lipase. C'est ton enzyme pour digérer tes gras. Souvent, on entend ça. Moi, je ne prends pas d'oméga-3, ça remonte. Je rote le poisson. Non, c'est sûr, je ne prends pas ça. Mais quand tu utilises une bonne qualité d'oméga, puis en plus que tu as de la lipase, mais cette lipase, c'est des gens qu'on voit dans mon bureau qui ont des troubles digestifs, ça va être encore plus pertinent de donner cette forme d'oméga-là pour favoriser une meilleure assimilation. Fait que c'est là que les omégas, c'est vraiment pas une place où couper dans le prix. Ah non, vraiment pas. Ça peut vraiment tenir. Fait qu'il faut faire attention à ça. Puis, au niveau des bénéfices, on parle beaucoup de problèmes inflammatoires. Là. On en voit, là, comme on prend les plis cutanés dans nos bureaux. Il y en a que les plis, tu n'es même pas capable de le prendre. C'est dur comme la table, c'est dur comme la roche. Ça, on le sait qu'il y a une réponse inflammatoire importante, qu'il faut diminuer l'inflammation
oui, avec le mode de vie et l'alimentation, mais on a besoin rendu à ce stade-là, c'est sûr qu'on a besoin d'un bon coup de pouce. Fait qu'on va aller supplémenter en oméga 3. Puis, pour les gens qui n'ont pas nécessairement d'inflammation, mais qui s'entraînent beaucoup, qui veulent améliorer leur récupération, mais c'est ta réponse inflammatoire post-entraînement. Tu veux qu'elle reste dans un certain range, à un certain niveau, parce que tu vas favoriser des adaptations à l'entraînement. Mais si tu dépasses ce stade-là, que tu as trop d'inflammation, bien là, tu affectes ta récupération, fait que ton entraînement du lendemain peut être plus dangereux si tu n'as pas bien récupéré. Fait que tu vas être plus à risque de blessure. Fait que c'est pour ça que les athlètes, c'est super intéressant aussi pour eux. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis, c'est tellement intéressant, sérieusement, parce que à toutes les fois que tu me parles de suppléments, je suis comme, j'en apprends en même temps, là. Fait que, ou j'allume sur des concepts que j'avais peut-être oubliés. Puis, tu sais, on a comme passé 3 suppléments de base, mais ces suppléments-là, quand on parle d'une fondation, si on fait puis là, on parle de suppléments de base. C'est sûr que là, on aurait pu parler pendant 4 heures on aurait pu parler des multivitamines, des vitamines du groupe B, on aurait pu parler du zinc, on aurait pu parler des fibres, blablabla. Mais là, on va y aller plus de façon générale. Puis si on fait un transfert vers la supplémentation de fondation, à quel point c'est aussi important pour pour avoir des bonnes performances sportives. Fait que si on fait un tremplin vers la supplémentation sportive, comment tu diriges? Parce que là, comme on parlait tantôt, c'est que tu entraînes beaucoup d'athlètes d'endurance. Tu diriges beaucoup ton approche vers améliorer les performances sportives pour les gens qui vont faire du bike, les gens qui vont faire des marathons et tout ça, les sportifs. Donc, si on parlerait un petit peu plus de supplémentation sportive, Sam, comment tu vois c'est ça? Fait que c'est une bonne synthèse parce que, tu sais, je pourrais parler, il y a un supplément que j'aime bien, plus au niveau des mitochondries. Ce n'est pas un sujet qui est super connu, Non. mais les mitochondries, dans le fond, c'est ton usine de production d'énergie dans le corps. Il y en a un peu partout, là, les muscles, le cerveau, etc. Fait que j'ai suivi une formation par rapport à ça dernièrement, quand on a des carences au niveau de l'alimentation, au niveau des vitamines minéraux, ça affecte les mitochondries. Fait que c'est toujours d'y aller au départ avec cette fondation-là. Donc, à ne pas oublier pour le transfert de la performance. Et maintenant, quand on rentre plus des ingrédients plus spécifiques comme OK, j'ai ma fondation, mon entraînement, ça va bien, mon alimentation, ça va bien, pas trop stressé, va bien, parfait. On y va là maintenant dans ce qui est plus spécifique. Donc, il y a plusieurs formules. Il faudrait que je sélectionne parce qu'il y a plein de choses que je peux te parler aujourd'hui. Mais si on reste dans les mitochondries, c'est un sujet qui m'intéresse, qui est vraiment en développement aussi dans les recherches. Dans le fond, ce que tu veux, c'est d'aller chercher. Il y a une formule que j'utilise qui contient plusieurs ingrédients pour optimiser tes mitochondries. Donc, on va parler beaucoup du coenzyme Q10. On va parler justement des vitamines B actives ou méthylées. On va parler, je sais que, excuse-moi, tu as parlé de la créatine, je pense, dans ton e-book. Il va en contenir dans cette formule-là. Donc, tu as un beau mélange de l'acétylcarnitine. Tu as des mix qui existent vraiment pour favoriser ta production d'énergie. Fait que ça, c'en est c'est un produit que j'utilise, le Mitochondrial Energy, qui a été conçu spécifiquement pour ça. Fait qu'au lieu que tu achètes comme plein d'ingrédients séparés et que tu fasses ton propre mix, tu as tout dans ce mélange-là pour favoriser ta production d'énergie. Donc, plus au niveau de la tolérance à l'effort que je vois une bonne différence chez les sportifs d'endurance. C'est quoi que j'aime bien utiliser. Il y a d'autres moyens aussi qu'on peut jumeler par rapport à ça au niveau de l'alimentation et du mode de vie. Il y a des techniques d'entraînement pour favoriser les mitochondries. Il y a toutes sortes de trucs, mais ça, c'est une formule que j'aime bien pour les sportifs d'endurance. OK, intéressant. Ouais. Quelqu'un qui veut commencer cet été à faire un demi-marathon, ben, c'est un genre de supplément qui pourrait, justement avec une bonne base d'entraînement,
pourrait s'enligner là, vers... Oui, il peut s'enligner vers ça parce qu'il y a aussi toute la réponse inflammatoire qu'on parlait tantôt avec les oméga-3, ben, tu as des ingrédients antioxydants aussi dans cette formule-là, comme du resveratrol et de la curcumine. Donc, ça, c'est un effet anti-inflammatoire. C'est des deux puissants aussi antioxydants. Fait que ça peut aider à tolérer plus de volume d'entraînement. Fait que ça, c'en est un que je trouve intéressant au niveau de la combinaison. Fait que ouais, il y a ça qu'on peut utiliser. Sinon, si on regarde encore là, plus le côté récupération, ben, c'est souvent ça la limite. Quelqu'un qui a beaucoup de volume, c'est on dit à quel point tu t'entraînes, mais c'est surtout à quel point tu récupères. Fait que tu t'entraînes autant que tu récupères. Fait que moi, ce que j'aime regarder aussi, j'ai commencé, je me suis équipé d'une bague, là, Oura Ring, pour voir au niveau physiologique mes données, puis de voir mes données de sommeil. Fait que c'est pas. Il y a du monde qui me trouve intense avec ça, mais c'est parce que rendu à un certain niveau, c'est que ces gens-là sont plus à risque de ce qu'on appelle un crash des surrénales, d'épuisement. Surtout s'ils ont un travail qui est quand même stressant et tout. Fait que la récupération vient au centre du protocole pour ces gens-là. Parce que peut-être que tu vas le finir ton marathon, mais combien de temps après ça va te prendre de pause pour récupérer de ça? Souvent les gens se prennent dernière minute. Ils essayent là, OK, mon marathon, il est telle date, je vais augmenter mon volume. Mais là, tu augmentes ton volume trop vite, trop proche de ta compétition. Fait que là, tu affectes ta performance à cause de passer récupéré avant. C'est hyper important de considérer ça. Fait que supposons, moi, en voyant mes données de sommeil, disons, sans trop rentrer dans les détails, tu as ton sommeil profond, tu as ton REM sleep, tu as différentes données. Fait que je peux voir ma récupération. Puis je peux voir aussi, est-ce qu'il y a des suppléments qui fonctionnent mieux pour moi, pour mon sommeil, puis améliorer ma récupération. Surtout les gens qui s'entraînent plus tard le soir, ça devient difficile comme de se calmer, puis d'aller se coucher, puis là, de bien récupérer. Des fois, tu es encore, je vois ma fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque peut rester élevée quasiment toute la nuit. Fait que, tu veux attendre... l'effet post-entraînement qui reste l'effet même post-entraînement. Fait que tu veux essayer de calmer tes gens en post-entraînement pour ceux qui n'ont pas la possibilité de s'entraîner durant le jour. Fait que ça, moi, j'ai commencé vraiment à m'amuser avec ça, à voir mes données. Puis au niveau des suppléments, ce que je trouve qui marche bien, ou exemple, même ceux qui travaillent le soir, qui peuvent être affectés aussi par les écrans. On parle de la mélatonine et tout. Mais moi, ce qui fonctionne bien pour moi, parce que des fois, je donne des conférences le soir, tu es comme encore allumé. Il y a un produit que j'aime bien, Insomnitol, que c'est une combinaison, en fait, de plantes pour relaxer. Donc, tu vas avoir de la mélisse, tu vas avoir de la passiflore, tu vas avoir de la valériane, fait comme vraiment pour diminuer ton niveau de stress, vraiment d'aller te calmer. Puis, tu as un petit peu de mélatonine, mais pas trop. Parce que je trouve que quand les gens prennent trop de mélatonine, le lendemain, ils se sentent vraiment ils ont de la misère à partir de leur journée. Puis là, ils vont prendre plus de caféine. Puis là, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, exactement. Fait que tu veux pas avoir trop de mélatonine. Puis même, au niveau de ta santé, tu veux pas être obligé de prendre 10 mg ou 15 mg de mélatonine avant de te coucher parce qu'il y a des gens qui s'adaptent puis qui finalement ils montent la dose. Ah, je dors pas encore assez bien. C'est tout le temps ça. Le problème, il n'est pas nécessairement là. Fait que c'est pour ça que en ayant comme 1,5 mg par capsule, c'est amplement suffisant. À la limite, tu montes à 2, tu vas être à 3 mg. Fait que tu as un dosage qui n'est pas trop excessif, là, qui est idéal en fait pour la mélatonine. C'est souvent ça que je vais dire en consultation. Si moi, personnellement, je ne recommande jamais plus que 3 mg. Puis qu'est-ce que je dis à la personne, c'est que si à passer 3 mg, tu ne vois pas d'effet significatif sur ta récupération, ton sommeil pendant, disons, une semaine, le problème n'est pas là. C'est comme de chercher ailleurs, puis c'est de trouver d'autres techniques pour essayer de calmer plus le corps avant d'aller au lit. Là.
Fait que, parce que si on parle de récupération, c'est tellement important. La récupération, on va penser beaucoup à le réflexe des gens, c'est quand ils vont finir leur entraînement, ils vont manger un bon repas avec disons, du riz, des légumes, avec une bonne source de viande maigre, puis vraiment favoriser l'apport en protéines et en bons glucides après l'entraînement. Oui, c'est important, mais où ce que tu récupères le plus, c'est quand tu dors. Là. C'est comme, il faut vraiment mettre l'emphase sur le sommeil. Puis il y a combien de gens aujourd'hui qui dorment pas bien? C'est comme des 5 à 6 heures par nuit, sommeil fractionné. Ça prend du temps à s'endormir, ça prend du temps à se réveiller le matin pour sortir du lit. Fait que c'est tellement important. Là. C'est ça, fait que c'est une lacune qu'on voit, c'est très fréquent. Puis je pense que avec ce qui se passe en ce moment, plus de cas d'anxiété, plus de cas d'insomnie, ça augmente les chiffres. Donc, le sommeil est hyper important. Là. Si tu réussis à avoir un bon sommeil de qualité, probablement que tu vas réduire le nombre de suppléments que tu vas prendre dans la journée suivante. Parce que tu vas juste avoir ton énergie naturelle. Fait que c'est toujours de penser récupération. Donc, il y a plusieurs combos. J'ai donné un exemple, rendu là aussi, c'est de personnaliser selon chaque client, c'est quoi le profil. Fait que, de poser beaucoup de questions dans le bureau pour qu'on détermine il est où le problème. À quel stade la personne elle est, c'est au niveau de son épuisement ou son niveau de stress. Parce qu'il y en a qui peuvent fonctionner pendant longtemps sur le stress, mais qu'en est lente. C'est toujours de prévenir ce crash-là, cette baisse-là d'énergie et cet épuisement-là. C'est un exemple que j'ai donné pour le sommeil. Sinon, je te dirais aussi, quand on parle de beaucoup de volume, j'ai parlé un peu du volet inflammatoire, mitochondrie, mais il y a aussi le volet tendon, cartilage, avec le ligament aussi que j'inclus dans cette catégorie-là, plus le volet articulaire. Je veux dire, le corps, il n'est pas fait pour faire un Ironman. On dépasse la limite du corps. Donc, même s'il y en a qui font des marathons qui ne sont pas nécessairement prêts, c'est sûr que ça surcharge le corps. Puis, quelque chose que j'aime bien aussi, qui est facilement accessible dans le sens que tu n'as pas trop de contre-indications avec ça, c'est le collagène. Donc, même des fois, des gens qui sont médicamentés peuvent prendre du collagène quand même parce qu'il n'y a pas de contre-indication. On ne donne pas un conseil médical, je te dis juste que le collagène, c'est un supplément intéressant que les gens vont dire « Ah, ben moi, je me fais mon bouillon d'os, mais c'est combien de gens vont faire le bouillon d'os? Puis encore là, combien de collagène que tu vas aller chercher? Le profil d'acide aminé de ton bouillon d'os, parce qu'un collagène de poisson versus un collagène de bœuf, c'est différent au niveau du profil d'acide aminé. Je veux tout le temps aller chercher un bon profil d'acide aminé. Sans rentrer trop dans les détails, moi, ce que je regarde, c'est au niveau des peptides de collagène qui sont dans le produit. Est-ce que ça a été étudié? Donc, oui, il y a beaucoup d'études scientifiques, par exemple, sur Fortigel, Verisol, Fortibone. C'est 3 peptides de collagène vraiment efficaces. Ils ont même été comparés, supposons. Souvent, on entend « Ah, moi, je vieillis, mon médecin m'a suggéré du calcium et de la vitamine D. » Le calcium, beaucoup plus facile à atteindre dans l'alimentation, puis beaucoup moins pertinent, supposons, au niveau efficacité qu'un bon collagène. Ça a été comparé, là, supposons, il y a des gens plus à risque, supposons, post-ménopause, des femmes, au niveau de la masse osseuse, sont plus à risque. Fait qu'ils comparaient le risque de fracture au niveau de la hanche, juste avec un groupe qui prenait du calcium versus le groupe qui prenait juste du collagène. Le risque de fracture, c'est une différence de c'est comme un, c'était 9 puis l'autre, c'était 42 Le groupe qui prenait juste du collagène était nettement favorisé, là, nettement moins à risque de fracture. Ça, on en parle moins, c'est moins connu, mais super intéressant. Là, fait que, ça devient bon de se renseigner pour choisir un bon collagène. Puis, là, je parlais plus de l'effet de vieillissement, mais comme je disais, il y a vraiment un côté aussi sportif, côté préventif
d'utiliser ça, que tu sois un athlète de CrossFit ou un athlète de triathlon, ça devient vraiment intéressant de supplémenter en collagène. Ah oui, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, une autre façon que tu peux aller chercher du collagène sans nécessairement acheter un produit uniquement de collagène, quelque chose que j'aime utiliser pour quelqu'un qui ne fait pas nécessairement beaucoup de volume de course, mais quelqu'un qui s'entraîne en gym, par exemple, puis qui veut juste avoir un petit support collagène via la protéine. Moi, ce que j'aime intégrer, c'est la protéine de bœuf. Ouais. Justement parce qu'il est fabriqué à partir de collagène, si je ne me trompe pas. Ben, c'est ça, ça va être différent dans le fond parce que ça va être très pertinent vu que tu fais comme un 2 pour 1. Parce Ouais. qu'exemple, tu prends juste le collagène que je te parlais, Mm-hmm. tu peux aller chercher 11 grammes de protéines, si je me souviens bien, OK, ouais. par mesure, Ouais. versus tu utilises une protéine de bœuf. Mm-hmm. Là, tu vas aller chercher un 21 grammes de protéines, puis tu vas aller chercher les acides aminés qui vont produire ton collagène. OK, ouais. Ça va être un petit peu différent, Mm-hmm. mais ça va être mieux, par exemple, qu'une protéine végétale, que là, tu n'as pas d'acides aminés qui produisent ton collagène vraiment OK. en comparaison à une protéine de bœuf. Fait que tu as 70% d'acides aminés qui produisent ton collagène que tu retrouves dans la protéine de bœuf. OK. Fait que oui, ça peut être un choix intéressant si on voit que la personne ne mange pas assez de protéines. Ouais. Utilise ça aussi pour produire du collagène. Fait que c'est Mm-hmm. une autre façon de faire super intéressant aussi d'utiliser ça. OK, good. Ah, c'est bon. Puis, tu sais, souvent, là, quand on va voir, là, bon, les athlètes vont commencer à se préparer pour faire un petit peu plus de longue distance en vélo ou en course à pied. Puis, il y a tout le temps les fameux gels, puis les fameux bagues en arrière avec des glucides. Comment tu vois ça, l'approche d'intégrer des glucides en poudre ou juste, ça peut être des conseils alimentaires pour ces gens-là? Comment intégrer ces glucides-là? Parce que, tu sais, Gatorade, c'est comme... Ouais. C'est correct, là, mais c'est pas autant optimal que certaines approches qu'on peut avoir avec les suppléments ou avec l'alimentation. Fait que quelqu'un qui se prépare, exemple, qui va faire une longue sortie de course ou une longue sortie de bike, comment est-ce qu'il pourrait aller chercher des glucides pour justement le supporter dans son entraînement? Comment tu approches ça, toi? Oui, ben, c'est un bon point pour le Gatorade. Moi, je déconseille ça parce que c'est des additifs, là, c'est le colorant là, Ouais. que tu as là-dedans que tu veux éviter, là, surtout Mm-hmm. quelqu'un qui en prend régulièrement. Là, même les joueurs de hockey, les jeunes, ils vont boire ça comme à l'école. Ou, tu te ramasses à avoir un excès de sucre qui est non nécessaire, mais en plus avec un colorant plus chimique. Mm-hmm. Fait que ça, c'est sûr qu'on veut éviter ça. Maintenant, l'apport en glucides, c'est drôle qu'on parle de ça parce que là, tu as carrément les deux courants opposés. Tu as l'alimentation cétogène et l'alimentation riche en glucides. Mm-hmm. Il faut avoir un équilibre dans tout ça. Il faut voir aussi au niveau des évidences en ce moment, c'est qu'il n'y a pas assez d'études convaincantes pour l'alimentation cétogène chez les sportifs d'endurance. Même j'ai vu des études qui ça affectait la performance sur la marche rapide. On n'est même pas dans un triathlon encore. Il y a un contexte, ça a été quand même populaire aussi chez les sportifs d'endurance à cause de, comment il s'appelle déjà? C'est un courseur élite sur le Tour de France. C'est pas Cadet. Mais en tout cas, peu importe. Lui, il avait fait une préparation qu'il périodisait dans sa planification au niveau des gras. Mais il a fait une phase cétogène hors saison pour perdre du gras. Fait il y a une façon de faire, mais si on parle quelqu'un qui ne veut pas trop se casser la tête, qui veut être sûr de ne pas se tromper, c'est peut-être pas la solution. Là. De se diriger vers ça, c'est plus compliqué. Là. Puis c'est plus aussi pour une période hors saison, hors compétition, que tu voudrais vraiment dire OK, ben c'est pas grave si j'ai un petit peu moins d'énergie ou que je l'essaye, je prends une chance. Au pire, si je me sens moins bien, ben j'ai pas de compétition demain matin. Mais généralement, l'apport en glucides en physiologie de l'exercice, c'est ce qui est mieux démontré en ce moment. Puis là, on va y aller par objectif, par type aussi de métabolisme.
Exemple, on a des ectomorphes, comme moi, je suis plus grand, mince, hyper facile pour moi de manger beaucoup de glucides et rester cut. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il y a des gens, plus les endomorphes, Comme métabolisme moi. plus lent, Ouais. eux autres, ils vont regarder une tasse de riz et ils vont prendre du poids. Donc, il faut faire attention pour toujours personnaliser le pourcentage en glucides. Puis je trouve que c'est bon aussi de varier la part selon ton niveau d'activité physique. Par exemple, OK. si je sais pas, tu fais des triathlons, tu as de la natation le matin puis tu as du vélo l'après-midi, cette journée-là, tu peux consommer plus de glucides parce que tu les utilises à l'effort. Fait que c'est quelqu'un qui est sédentaire, effectivement, là, si tu fais du télétravail, tu es toute la journée assis à ton bureau, tu n'as pas vraiment besoin de glucides comme quelqu'un qui s'entraîne. Fait que c'est toujours de personnaliser, mais pour les sportifs, au niveau de la périodisation, moi, c'est ça que j'aime faire des journées un petit peu plus élevées. OK, là, tu as une journée moins intense, ben, on va réduire un petit peu. Fait que je jongle avec ça. Puis où je vais augmenter, c'est vraiment avant la compétition. Okay. Donc, supposons le 24 heures avant, là, on va faire une surcharge en glucides pour avoir ces glucides-là stockés au niveau musculaire, donc ton glycogène, pour avoir des réserves pleines. Parce qu'on sait que si ton glycogène est plus bas, ben, tu vas casser plus vite. Ouais. Tu peux frapper un mur plus rapidement. Donc, on essaie de garder des stocks en glycogène vraiment élevés quand on a une compétition. C'est pour ça là, que c'est si populaire de prendre des gels à l'effort pour tout le temps aller chercher comme dépendamment encore là de l'intensité et de la personne, mais un 30, même des fois on va à 60 grammes à l'heure sur quelqu'un qui est plus avancé, qui va pousser vraiment au maximum ses réserves de glycogène. Puis après ça, je ne sais pas si tu voulais voir plus au niveau des choix de glucides que tu demandais. Oui, peut-être. Oh, vas-y donc. Pas un éditorial là-dessus, mais si on revient plus à ta question, je ne sais pas si tu voulais que je m'en aille plus dans les choix de... Oui, les choix peut-être là, pour les gens. Parce que avant la nuance, c'est justement quelqu'un qui est en télétravail puis qui va courir un 5 km 2 fois par semaine, une fois le mercredi puis une fois le samedi. Puis c'est un peu quelqu'un qui a un bon mode de vie, mais qui s'entraîne un peu au travers de ça. Puis la course, c'est pas vraiment son main focus. Pas besoin de se surcharger puis de faire des grosses approches compliquées au niveau de son alimentation. Quand c'est plus occasionnel comme ça, pas besoin de faire des grosses modifications, mais là, on va parler de quelqu'un qui est plus un petit peu plus avancé, justement, intermédiaire avancé, puis qui c'est vraiment son sport numéro 1, puis qui veut augmenter ses performances à ce niveau-là. Les choix de gel ou les choix de sucre que tu vas recommander à tes clients à ce moment-là, c'est quoi? Oui. C'est sûr que quand quelqu'un vient me voir et qu'on sait qu'il y a une date X pour une compétition, moi, je vais lui demander vraiment qu'on soit sûr à 100% pour ne pas faire de tests dans une compétition, de ne pas essayer de nouveaux aliments. Ça, c'est hyper important parce qu'il y a une grosse limite par rapport au système digestif à l'effort. Il y a des gens que, supposons, vont prendre 5 dates, puis hop, là, il me semble que ça brasse, il faudrait que j'aille aux toilettes quand ils sont à l'effort. Ça peut te scraper une compétition. Là. Faire aucun test le jour de la compétition, bien important. Dans ton choix de glucides après, moi, j'aime bien le sirop d'érable. Je trouve que c'est quelque chose qui est facilement assimilable. Puis après ça, c'est que tu veux des mix de glucides aussi pour pas saturer comme tes récepteurs. Par exemple, c'est bien bon des bananes, mais tu veux pas manger 15 bananes comme dans ta journée de Ironman, disons. Tu vas aller varier pour que, tu ne tannes pas, que tu développes pas une intolérance alimentaire à cet aliment-là. Quelqu'un qui ferait ça trop souvent pendant toute son année. Donc, varier un peu les types de glucides. Fait que oui, banane, ça peut être intéressant comme choix. Sirop d'érable. Sinon, ce que j'essaie de faire aussi, tout dépend de la durée. Exemple, que quelqu'un qui s'entraîne intense, mais 1 heure par jour. Donc, tu n'auras pas vraiment le temps de vider tes stocks en glycogène durant ton effort. Donc, juste de manger
tes repas comme du monde pour refaire tes réserves, ça serait suffisant. OK. Tu n'auras pas besoin d'en prendre pendant. Mm-hmm. Tu n'auras pas besoin justement de prendre du Gatorade ou de prendre des glucides en poudre durant ton entraînement. Okay. Puis même maintenant, ce qui étudie, c'est au niveau de se rincer la bouche et de le recracher pendant les plus courtes durées, juste pour envoyer le message au cerveau. Comme quoi qu'il y a une courbe d'énergie. Ouais, il y a des études là-dessus intéressantes. OK. Se rincer la bouche avec genre une boisson sucrée ou... Ouais. OK. Ça aurait, il y aurait des bénéfices, en fait, puis il y aurait un intérêt, justement, pour les plus courtes durées, que tu n'aurais pas besoin nécessairement de l'ingérer. Tu aurais des bénéfices sans les effets néfastes d'une surconsommation de sucre inutile. OK. Fait que ça, c'est un moyen. Okay. Puis après, ce qu'il faut se poser comme question, c'est ton post-entraînement. Tu sais, est-ce que, exemple, tu as un entraînement le lendemain matin, puis là, tu t'entraînes, puis tu finis à 7 heures le soir. Mm-hmm. Là, le post-entraînement, la fenêtre est super importante pour faire tes réserves de glycogène rapidement. Mm-hmm. Fait qu'au niveau du choix, tu vas avoir des aliments qui vont refaire tes stocks en glycogène plus facilement que d'autres. Mm-hmm. Fait que ça aussi, c'est à considérer. Puis, des fois, si, exemple, tu n'as pas d'entraînement tout de suite, que c'est juste 2 jours plus tard, tu n'aurais pas besoin de prendre une collation post-entraînement. Tu pourrais juste manger correctement, puis tu vas récupérer et faire tes réserves naturellement via ton alimentation. OK. C'est intéressant, ça. Ouais. Parfait. Puis, écoute, Sam, crime, on pourrait en parler encore. Surtout quand on va parler de la supplémentation, c'est tellement individualisé selon la personne, selon son mode de vie, qu'on aurait pu déborder sur la créatine, puis on aurait pu déborder un peu n'importe où. Mais tantôt, on disait que tu avais écrit un e-book sur le sujet au niveau de la supplémentation pour nutrition pour l'endurance. Ouais, je ne parle pas de supplément dans ce e-book-là. Okay. Justement, là, parce qu'on essaie de personnaliser tout le temps à chaque client. Okay. J'aurais fait un e-book séparément, juste là-dessus. Okay. Mais là, c'est vraiment le but de cet e-book-là, c'est comment te préparer à une compétition d'endurance ou pas nécessairement une compétition, à une épreuve d'endurance. Parce que t'es pas obligé d'être un sportif d'élite, que tu veux rentrer un temps X sur ton marathon, mais que tu veux améliorer ta performance en endurance. Fait que autant que tu fasses des courses de trail, peu importe ce que tu fais, tant que ça touche à l'endurance, le livre il est vraiment pour ça. Puis dans les 2 premiers chapitres, je vais donner aussi des conseils à titre informatif pour justement ta fondation, mais ta fondation d'alimentation. Okay. Que les gens comprennent un peu les différents régimes alimentaires. On a parlé un peu d'alimentation cétogène. OK, c'est quoi? Comment je peux faire ça? Est-ce que j'ai vraiment des bénéfices? Donc, je parle un peu de ça. Je donne des exemples, des tableaux, juste pour que les gens aient une fondation sur les connaissances en nutrition. Okay. Puis après, là, je vais rentrer spécifique. Justement, là, OK, post-entraînement, tu n'as pas le temps de récupérer ton entraînement immédiatement. Bon, ben voici la liste des aliments qui sont favorables, qui sont préférables pour refaire tes stocks en glycogène. Plein de concepts au niveau du sodium. Il y a plein de choses que j'aborde dans mon e-book, mais toujours en lien avec la performance en endurance. Good. Puis, où est-ce que les gens peuvent trouver ce e-book-là? Sur mon site web, j'ai des mises à jour à faire. Là. Okay. Mais, sur mon site web, ou sinon, ils peuvent t'écrire, puis je pourrais te le partager. En fait, les deux chapitres gratuits. Okay. S'ils veulent l'acheter, je vais te laisser mon courriel en même temps que les 2 chapitres. OK, parfait. Intéressant. Pour que tu puisses l'envoyer à ta liste de contacts, si tu veux, là, s'ils veulent voir une idée, disons, avec les premiers chapitres, puis ça les intéresse d'aller plus loin pour les protocoles, ben à ce moment-là, je pourrais leur vendre mon e-book. OK. Fait que si les gens veulent se procurer le e-book de Sam, ils vont pouvoir me contacter ou sinon, je vais laisser les infos à Sam directement dans la description du podcast. Donc, Sam, où est-ce que les gens peuvent te trouver sur les plateformes? Les médias sociaux, oui. En fond, mon site web, c'est nutritionssa.com. Okay. Même chose pour mon Instagram, nutrition.ssa. Okay. La seule différence entre mon site web
le site web, il n'y a pas de point entre nutrition, c'est ça. Mais même, tu sais, ça se peut que ça fonctionne encore au niveau de mon site web s'ils écrivent leur courriel, que moi, je reçoive une notification pour envoyer le e-book. OK. Mais sinon, on peut le faire comme ça. Fait que, Instagram, site web, puis sinon, au niveau de mon Facebook, Samuel Saint-Arnaud, consultant en nutrition. Vous allez me trouver. Puis, je t'enverrai mes pages. OK, parfait, Sam. Fait que je vais mettre les liens dans les descriptions du podcast. Merci pour ta présence. C'était vraiment intéressant. Personnellement, je n'ai appris beaucoup. Puis j'espère que les gens vont être capables de retirer certains conseils. Je pense que ça peut vraiment faire une grosse différence sur leur santé, mais aussi dans leur performance. Là. Donc, merci, Sam. Merci. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. Puis, pour en faire d'autres, si tu as de la demande pour ça, on pourrait tellement en parler longtemps. Ouais, c'est ça. C'était bien fun. C'est bon. Fait qu'on pourra reprendre ça pour une deuxième partie éventuellement si on voit qu'on a des inspirations de sujet. Yes. Merci, Sam. All right. Ça fait plaisir. Yes. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.